Voici l'histoire de Jean-Paul et Véronique, une histoire hors du commun et a priori improbable. Après 30 ans d'amour et 4 enfants, Jean-Paul et Véronique comprennent qu'ils ne s'aiment pas par hasard. Le récit de Jean-Paul et Véronique s'inscrit dans l'histoire avec un grand H. En découvrant ce soir leurs secrets de famille, c'est aussi les secrets de notre pays que nous allons vous raconter. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que le 22 novembre 1943, ça vous rappelle quelque chose? Et j'entends cette personne qui répond, 22 novembre 1943, non, absolument rien. Et puis il y a un blanc. Et elle me dit, si, attendez. Je me souviens plus de ces termes. Et là, elle me dit, mais bien sûr. Et là, tout de suite, elle me dit, ça fait 47 ans que je vous attends. Voilà. Jean-Paul et Véronique résident dans l'ouest de la France. Ils sont mariés depuis près de 40 ans et ont fondé une famille où s'épanouissent 4 enfants. C'est un couple uni et solide, mais un secret de famille perturbe leur vie. Depuis son enfance, Jean-Paul porte en lui une souffrance liée à ses origines, à sa naissance. Je suis né à Savenay en 1943, 22 novembre 1943, à quelques kilomètres de la base sous-marine de Saint-Nazaire, qui était quand même bombardée régulièrement par les Anglais et les Américains. Alors mes plus jeunes années, je les passe dans la région de Redon, où effectivement mon père est notaire, jouit d'une certaine notoriété, et dans cette vie qui semblait très ordinaire, il y avait des on-dits et des non-dits. Hein. Et très souvent, j'entendais alors, est-ce qu'il sait? Mais le petit, là, est-ce qu'il sait? Et à chaque fois, c'était la même réponse, c'était chut. Alors, à 10 ans et demi, les parents, ne voulant pas me laisser partir en pension sans mettre un petit peu les points sur les i, ont décidé de me donner leur vérité et de m'expliquer que je n'étais pas leur fils, qu'ils m'avaient adopté, et qu'ils m'avaient adopté parce que mes parents étaient décédés tous les deux lors d'un bombardement. C'est une version à laquelle je n'ai jamais cru, parce que j'ai toujours dit, en tant qu'enfant, que je n'ai jamais cru cette version, je n'ai jamais cru, effectivement, que ces parents-là avaient disparu. En 1971, Jean-Paul épouse Véronique. Le couple souhaite fonder une famille nombreuse. Après 2 grossesses difficiles, naissent Emeric et Gwenaël. Pour préserver la santé de Véronique, il décide ensuite d'adopter 2 enfants d'origine philippine. Cette décision va réveiller chez Jean-Paul le souvenir d'un passé douloureux. Il décide alors qu'il est temps de raconter son histoire à ses 2 enfants biologiques. Je ne me suis jamais ouvert de cette adoption à nos 2 aînés, les enfants biologiques. J'avais peur de manquer de mots ou de ne pas savoir leur expliquer. J'ai enregistré sur une cassette, j'ai enregistré ce que j'avais à leur dire. Moi, je suis parti dans le jardin, je suis parti me réfugier, je ne sais pas où. J'ai pas voulu rester là en me disant, bon, qu'est-ce qui va m'arriver, comment ils vont réagir. Ah, ça a été dur quand même, c'était bouleversant, ces 2 enfants qui se sont mis à pleurer, qui... Quand on a écouté ça, c'était un petit peu un monde qui s'écroulait, hein, parce que c'était plus notre grand-père, notre grand-mère, c'était plus les vrais, et on a eu l'impression, moi l'impression d'un grand vide, il me manquait quelque chose, quoi. Puis Gwenaël de dire, oh, j'aurais préféré pas le savoir, puis Emeric qui est parti en courant et qui est allé se blottir dans tes bras quand même. À 43 ans, Jean-Paul entame des recherches avec pour seule piste son acte de naissance qu'il a toujours gardé précieusement, son sésame
pour la vérité. Un document où figure le nom de sa mère, Simone Bégaud. Jean-Paul a beaucoup de chance et retrouve rapidement la trace de sa mère. Il le sentait, il avait raison. Ses vrais parents ne sont pas morts dans un bombardement. Sa mère est toujours en vie et réside à Saint-Nazaire, à quelques kilomètres de chez lui. Je ne me voyais pas aller frapper à la porte en disant « Coucou, me voilà, je m'appelle Jean-Paul, je suis né à telle date, est-ce que ça vous dit quelque chose quoi? Comment je vais être accueilli? Est-ce qu'on va pas me jeter? Est-ce qu'on va bon. » Et j'ai appelé une première fois, ça a sonné, je n'ai pas attendu que ça décroche et j'ai raccroché. Je suis sorti, j'ai fait quelques pas sur le front de mer à Saint-Nazaire, et puis je suis revenu, et puis là j'ai rappelé une deuxième fois. Donc la deuxième fois, j'ai quelqu'un qui a décroché, et j'ai demandé à cette personne, cette femme au bout du fil, je lui ai dit, mais est-ce que le 22 novembre 1943, ça vous rappelle quelque chose? Et j'entends cette personne qui répond, le 22 novembre 1943, non, absolument rien. Et puis il y a un blanc. Et elle me dit, si, attendez. Je me souviens plus de ces termes. Elle a dû me demander comment je m'appelais ou quelque chose. Et là, elle me dit, mais bien sûr. Et là, tout de suite, elle me dit, ça fait 47 ans que je vous attends. Voilà. Et tout de suite, elle m'a dit, de toute façon, je vous ai perdu, je ne vous ai jamais abandonné. On vous a enlevé à moi parce que votre père était allemand. Donc, il s'appelait Walter. Et je vous ai gardé avec moi 3 jours, et au bout de 3 jours, vous n'étiez plus là. Le fait qu'il soit allemand, moi, j'ai pas du tout pensé à une période troublée, l'occupant, etc. Il était allemand, Ben, je suis très content qu'il soit allemand. Quand j'ai appris que j'avais un grand-père allemand, j'ai pas été choquée. Parce que d'abord, je savais que mon père était né pendant la guerre. Donc de toute façon, c'était déjà des choses qui se rencontraient quand même très souvent. Au lieu de continuer à discuter au téléphone, j'ai demandé bon, est-ce que je peux monter à votre appartement, vous rendre visite et me dire non, pas tout de suite, attendez. Laissez-moi un petit peu de temps. Mais je vous promets, dans quelques jours, je vous rappellerai. Et quelques jours après, donc, elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, bah, écoutez, c'est quand vous voulez, je vous attends. Quand elle a ouvert la porte, oui, bien sûr, c'est une grande émotion, on découvre un visage. Elle m'a dit, je ne mérite pas le nom de mère, je vous interdis de m'appeler maman. Vous m'appellerez comme les enfants, vous m'appellerez mamie. Lors de cette rencontre, Simone lui raconte tout. Comment marié et mère d'une petite fille, Jean-Paul lui a été arraché un soir par sa propre mère, alors qu'il n'avait que 3 jours. Lui, l'enfant de Boche, le fruit d'un amour interdit avec un jeune soldat allemand dont elle était tombée follement amoureuse en l'absence de son mari. Au moment de ma naissance, son mari, dont elle avait déjà une fille, Marie-Madeleine, son mari était prisonnier de guerre. Il était en Allemagne. Cet homme-là va rentrer une fois les prisonniers libérés et la famille va continuer à protéger, à maintenir ce secret. Walter et Simone se sont rencontrés pour la dernière fois en début mars 1943. La famille de Simone était déjà éloignée de Saint-Nazaire. Elle avait été évacuée donc fin février, comme la plupart des habitants de Saint-Nazaire. Simone avait fait un crochet par Saint-Nazaire, malgré les difficultés. Et c'est là où ils se sont rencontrés pour la dernière fois. Et c'est cette dernière fois qui a fait que je suis là aujourd'hui. Comment expliquer cet amour pour Walter? Moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Ce qu'il ressort de ses dires, c'est que c'est un amour tel qu'elle ne l'avait pas connu et tel qu'elle ne l'a jamais plus connu non plus. Et le soir, il est arrivé, c'était plus le même. Il était rayonnant. Il a dit, tu te rends compte, je suis un enfant de l'amour. C'était
Rien que ça, je trouve que quand on sait ce que ça peut représenter, rien que ça, ça l'avait transformé. Jean-Paul découvre qu'il a 2 demi-sœurs, Joëlle, née en 1957, et Marie-Madeleine, née 4 ans après sa naissance. Mais toutes les deux ignorent son existence. Ce jour-là, Jean-Paul est loin d'imaginer ce que va lui demander Simone. Une des premières demandes de Simone, très tôt, pendant cette entrevue, elle m'avait regardé, il m'a dit « Vous me le retrouvez. Retrouvez-le-moi. Je ne veux pas savoir ce qui peut se passer autrement. Je ne sais pas s'il est marié, je ne sais pas ce qu'il a fait. Vous me le retrouvez. » Vous me le retrouvez. Ce sont les mots qu'a dit la mère de Jean-Paul. Et on comprend bien à ces mots qu'il y a une véritable histoire d'amour entre la mère de Jean-Paul et ce soldat allemand. Est-ce que c'était chose courante à l'époque, pendant la guerre? Alors des histoires, il y a toutes sortes d'histoires. Tous ces enfants ont envie de penser évidemment qu'ils sont le fruit d'une histoire d'amour, comme tout le monde et comme nous tous. Il y a des véritables histoires d'amour qui arrivent de manière assez extraordinaire à traverser les événements, parfois à durer plusieurs mois, plusieurs années. Et puis à côté de ça, il y a des enfants nés effectivement de violences, de viols commis par l'armée allemande, et plutôt vers la fin de la guerre, au moment de la retraite allemande. Il y a eu beaucoup d'enfants en France nés de ces liaisons entre Françaises et Allemands. Alors, on ne peut pas avoir de chiffres précis parce qu'ils ne sont pas recensés à ce moment-là, et donc vous imaginez bien que 60 ans après, c'est très difficile de les compter. Mais quand les autorités allemandes se préoccupent du phénomène, il y a plusieurs estimations qui tournent autour de 40, 50, 70 000 enfants, mais en 1942-43. Donc on peut envisager que le nombre atteint probablement 100 000 naissances au cours de toute la période, c'est-à-dire 9 mois après le début de l'invasion, jusqu'à 49, puisqu'il ne faut pas oublier que des prisonniers de guerre allemands en France sont présents jusqu'en 48-49, et que les enfants naissent aussi d'union de ces prisonniers avec des femmes françaises. Ça a dû être difficile aussi pour tous ces jeunes hommes de rentrer ensuite dans leur pays en abandonnant un enfant derrière eux. Alors, c'est toute la question que posent ces enfants. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les enfants d'une sorte de parenthèse qui est la guerre, et qu'une fois que la guerre est terminée, une fois qu'on est démobilisé, une fois qu'on rentre chez soi, la parenthèse se ferme, et tout ce qui est dans la parenthèse se ferme. C'est-à-dire aussi bien le pire qu'on a pu vivre comme soldat ou comme civil, et puis parfois le meilleur des histoires d'amour. Mais je crois que cette tendance à fermer la parenthèse est très forte et explique pourquoi autant d'enfants, finalement, sont restés sans aucune nouvelle de leur père après-guerre. En retrouvant sa mère biologique, Jean-Paul découvre qu'il est le fruit d'un amour interdit. Son père, Walter, était soldat allemand à Saint-Nazaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Simone, qui vient de retrouver son fils, veut maintenant retrouver vite, très vite, cet homme, ce soldat allemand. Jean-Paul, lui aussi, n'a qu'une seule obsession, retrouver son père biologique. Les 3 éléments connus de Walter, donc c'était son prénom, bien sûr, sans le nom, ça c'était un manque important, qui faisait partie de la Kriegsmarine, de la Flak Marine, qu'il était ailleurs. Et par la suite, donc, on apprend qu'il était une des victimes d'un bombardement à Saint-Nazaire et qu'il a perdu l'œil gauche. Il parlait toujours de ce père. Il idolâtrait ce père sans l'avoir connu, sans savoir qui il était, ce qu'il avait fait. Mais c'était toujours mon père. Qui était mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est encore en vie? Vraiment, c'était étonnant, vraiment étonnant. Jean-Paul multiplie les recherches. Il envoie des courriers par dizaines, en France et en Allemagne, avec cette question lancinante. Walter est-il toujours en vie? Après plusieurs mois d'enquête sans résultat, Jean-Paul se désespère, mais il ne baisse pas les bras. Il doit retrouver Walter. Et puis une nuit, il fait un rêve étrange. Je l'ai espéré longtemps, souvent, j'en ai rêvé souvent, surtout donc à partir de 1990. Et le jour où j'ai appris par courrier qu'il était décédé, j'avais rêvé la nuit même qu'il arrivait à la porte de notre maison. Et le lendemain matin, j'ai pris le courrier. Et là, on m'annonçait qu'il était décédé en 1978. Ça a été terrible. C'était presque un anéantissement. C'était tout qui s'écroulait. Ça, pour pleurer, j'ai pleuré ce jour-là.
C'est les deux aînés qui sont venus me chercher dans la chambre, là. Ils se roulaient par terre de pleurs dans notre chambre. C'était inimaginable. Il espérait tellement rencontrer son père. Et moi, j'étais vraiment dans de l'impuissance de quoi que ce soit à côté de lui. Vraiment, il poussait des cris de bête. D'avoir fait toutes ces recherches et puis d'arriver, entre parenthèses, trop tard pour retrouver son père, je pense, oui, c'était dur. Le fait de ne pas l'avoir retrouvé, c'est un regret qui me restera à vie. Lorsqu'on pense que certains membres de la famille adoptive, par la suite, m'ont dit qu'ils avaient été informés du fait que mon père était allemand, ça veut dire que ce père-là, très certainement, je l'aurais retrouvé vivant. Et que, à cause de ce secret gardé dans cette famille, je n'ai retrouvé qu'une tombe. Donc j'ai retransmis l'information à Simone, ma mère biologique. Ça l'a bouleversée, quoi. Je crois que ça lui a fait le même effet que moi quelques jours auparavant. Jean-Paul ne connaîtra donc jamais son père. Le mensonge de ses parents adoptifs, le secret de famille qui a entouré sa naissance pendant tant d'années l'ont empêché de découvrir la vérité. Anéanti par le chagrin, Jean-Paul met un terme à ses recherches. Face au désespoir de son mari, Véronique le pousse à reprendre ses investigations. Puis un jour, je dis, mais si ça se trouve, tu as quand même des frères et sœurs, sa femme est peut-être encore en vie, tu pourrais peut-être avoir des éléments, savoir qui il était, comment il a vécu, quel a été ses souvenirs de guerre, enfin tout ça. Alors qu'il ne connaissait pas l'allemand, avec un dictionnaire et une grammaire, il a écrit une longue lettre à la veuve de son père, et ça, je ne l'ai pas su, je n'ai pas su qu'il l'avait fait. Alors que moi, j'aurais pu écrire en allemand. Ça a vraiment été son truc. La femme à qui est adressé ce courrier s'appelle Anna Ose. Elle a 73 ans, elle habite Fulda, une petite ville située au centre de l'Allemagne. Anna a partagé la vie de Walter, le père biologique de Jean-Paul, pendant 30 ans. Dans cette lettre, et par respect pour Anna qu'il ne connaît pas, Jean-Paul utilise un stratagème. Il va mentir sur sa véritable identité. Je leur ai expliqué que je faisais partie d'une famille qui avait été aidée par un soldat allemand. On savait que cette personne était décédée, mais qu'on aurait été content, on aurait été heureux de faire leur connaissance, de faire la connaissance de sa famille. Et quelques temps après, mais je crois que c'est 3 semaines ou un mois après, elle me proposait d'y aller. Alors là, effectivement, on y est allés ensemble. Donc le 2 mai 93, nous arrivons devant le 24 de la rue du Docteur Dietz, où nous trouvons d'abord une petite grand-mère. Et c'est là où on s'est aperçu qu'on était tombé directement sur Anna Ose, la veuve de Walter. On commence, on s'assoit, on commence à discuter. Et tout d'un coup, Bénédicte, donc notre interprète, me regarde et me dit « Madame Ose vient de te demander si tu étais le fils de son mari défunt. » Eh ben, je n'ai pas pu lui répondre autre chose que oui. Voilà. Je vois Anna qui se lève, vraiment, qui ouvre grand les bras, qui tend les bras à Jean-Paul, qui le prend dans ses bras, en disant « Je suis tellement heureuse d'avoir un 5e enfant. » C'est l'amour à l'état pur, c'est un accueil inconditionnel, Anna avait dit à ses enfants quelques jours avant, voilà, ce que m'a dit Walter, votre père, avant que nous soyons mariés, il avait dit qu'il avait peut-être eu un enfant en France. Donc Klaus, quand il est arrivé, Klaus étant le plus jeune de mes frères, que les autres sont allés le voir en lui disant « C'est notre frère qui est là, le frère français », il est allé boire un cognac, il est repassé voir la tête, il retourne à la cuisine en boire un deuxième, et à ce moment-là, il est revenu. À plusieurs reprises, j'ai vu les frères et sœurs de Jean-Paul ou Anna, donc la veuve de Walter, avoir les larmes aux yeux de voir Jean-Paul dans certaines gestuelles. Ils retrouvaient la gestuelle de leur père alors qu'il n'avait pas été élevé avec. Ça aussi, c'est fabuleux.
Jean-Paul, qui se pensait fils unique, a désormais 4 frères et sœurs d'origine allemande. Tous se reverront à de nombreuses occasions en France et en Allemagne. Tout cet amour qu'il n'a pas eu de son père, puisqu'il n'a pas réussi à le connaître, ça a été quand même transmis par ses frères et sœurs et par sa femme, parce qu'elle a été adorable, quoi. De pouvoir l'aimer sans que ce soit son propre fils, mais elle l'aimait comme tel, quoi. Ce qui nous a beaucoup touchés, mon mari et moi, c'est qu'il y avait souvent des réunions de famille très importantes. Véronique ayant quand même 5 sœurs, il y avait des fêtes de famille. Et Jean-Paul était toujours seul. Il n'avait pas ni de frères et sœurs, ni d'oncles et tantes, ni de grand-père ni de grand-mère, alors que Véronique avait toute cette famille. Et le jour du mariage de leur fille, Guénaëlle, quand il est arrivé avec ses frères allemands, ses belles-sœurs, ses cousines, ses nièces, nous on s'est dit, voilà, la vie est rééquilibrée, c'est bon. Et c'était vraiment très intense. Les retrouvailles entre Jean-Paul et sa famille allemande sont exceptionnelles, magiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces retrouvailles vont provoquer une onde de choc totalement inattendue. Cette fois-ci, c'est la famille de Véronique, la femme de Jean-Paul, qui va être touchée de plein fouet. Sa mère, Edith, qui a suivi de près la recherche de son gendre, confie à sa fille une étrange requête. Retrouver un jeune militaire allemand prénommé Hans, un soldat qui vivait à ses côtés à la ferme de la Haute-Baume dans les Alpes. Quelque temps après, par une de mes sœurs, j'apprends que maman serait très intéressée par le fait que l'on retrouve Hans, donc le prisonnier allemand qui était dans les Hautes-Alpes entre octobre 46 et avril 48. Les rares fois où on en parlait de la Haute-Baume à la maison étant enfant, mais vraiment j'ai très peu entendu parler. À chaque fois, j'entends maman me dire « Ah oui, Hans était là et qu'est-ce qu'il était gentil ». Mais sinon, maman ne m'a jamais rien dit, je ne connaissais pas, je n'avais pas de détails sur la vie là-bas. Vraiment, c'était tabou. Cette période-là était tabou. Et là, mon grand étonnement, quand même, elle me sort son carnet d'adresse de son sac à main. Et sur ce carnet d'adresse actuel, elle avait l'adresse de Hans, qui était donc libellé et certainement recopié de carnet d'adresse en carnet d'adresse depuis 48 ans déjà. Pourquoi Edith, la mère de Véronique, a-t-elle conservé cette adresse pendant près de 50 ans? Mais qui est donc Hans? Véronique est bouleversée à la fois par l'incroyable histoire de Jean-Paul, son mari, mais aussi par l'étrange demande de sa mère. Elle se lance alors dans une thérapie utilisant l'hypnose, un travail intense qui va la replonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors je suis née en juin 47, donc dans les Hautes-Alpes. Je suis née dans des conditions très difficiles. Ils se sont retrouvés à cultiver la terre, à s'occuper des animaux, sans aucune aide et surtout sans aucune compétence et dans une terre aride. Donc vraiment, très vite, ils ont eu faim, ils ont eu froid. La maison était très isolée. Il n'y avait pas l'eau, il fallait aller donc à la source. Il n'y avait pas l'électricité. Il y avait déjà 2 bébés quand ils sont arrivés là-bas. C'était des conditions de vie très précaires. C'était vraiment, enfin, de ce que j'ai pu ressentir, c'était l'enfer. Donc j'ai fait des séances de semi-hypnose. Donc la semi-hypnose, c'est qu'en fait on voit les images. Donc on vit vraiment ce qui remonte à la mémoire. Et là ça a été dramatique. Une des images les plus violentes et les plus fortes et qui m'a suivie pendant très longtemps. Donc papa, il m'a tourné comme ça et il m'a jeté dans le lit. Et le bruit de ma tête tapant contre les barreaux, ça a été un bruit assourdissant que j'ai eu dans la tête pendant longtemps après. J'étais pire qu'une marionnette, quoi. J'étais rien, quoi. On me fait passer un animal, quoi. Au fil de son travail avec sa thérapeute, les souvenirs de Véronique se font plus précis. Des souvenirs qu'elle avait jusqu'ici enfouis au plus profond d'elle-même. Et c'est quand moi j'ai pu rediscuter avec maman en 2002 ou 2003. Et je lui ai dit, mais si maman, tu sais, je viens de faire des séances d'hypnose, j'ai revécu la violence de Michel, j'ai revécu ce qui s'est passé là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est écroulée, elle m'a dit, c'est la première fois que je peux en parler. Et elle a pleuré. Et oui, Michel me tapait, Michel était violent, c'était très dur. Vraiment, c'était des conditions de vie, c'était vraiment l'enfer. Et quand on est rentré des Hautes-Alpes, je n'avais qu'une idée, c'était de me séparer de lui, mais c'était pas possible, quoi.
Pourquoi les parents de Véronique la rejettent-ils avec une telle brutalité? Tant de questions hantent Véronique, jusqu'au jour où, lors d'une nouvelle séance avec sa thérapeute, elle met le doigt sur une question cruciale, les circonstances de sa naissance. Elle me dit, bon, si on parlait de ta naissance, je dis, effectivement, les éléments que j'ai, c'est que je pesais pas 1,5 kg et je ne faisais pas 40 cm. J'étais une toute petite puce, je suis arrivée par le siège. Alors là, elle m'a dit, mais tu es certaine d'être arrivée à terme? Tes poids et taille font quand même penser que tu pourrais être un enfant prématuré quand même. Et de me dire, mais ça se fait, il arrive que des mamans accouchent prématurément pour cacher la paternité. Et ça a été une déflagration pour moi. Les paroles de la thérapeute sont un véritable choc pour Véronique. Elle se souvient alors d'une étrange histoire qui entoure les circonstances de sa naissance. Maman avait dit donc, à papa que je devais naître fin mai. Il se trouve que le 6 juin, je n'étais toujours pas là. Inquiet, Michel est allé à travers la montagne chercher la sage-femme qui habitait à 1 heure de route. Donc, il arrive avec la sage-femme. La sage-femme ausculte maman qui lui dit « Mais madame, c'est pas pour maintenant, il y en a encore pour de nombreuses semaines. » Donc, papa reconduit la sage-femme chez elle. Pendant son absence, pour cacher l'origine de sa grossesse, Edith tente de mettre fin à ses jours. Elle avale de la morora, un poison mortel. C'est quand il revient qu'il retrouve maman qui était entre la vie et la mort. Et là, le fait de cacher la paternité, la morora et tout, je dis, ah non, ça c'est effectivement, Michel n'est pas mon père, c'est pas possible. Véronique en est certaine. Si sa mère a voulu mettre fin à ses jours en avalant du poison, c'est qu'elle souhaitait cacher un secret. Un mystère lié à sa naissance, à l'identité de son père. Quand Véronique m'a confié ses premiers doutes de paternité, je peux vous dire que j'ai d'abord sursauté très fortement. Parce que c'était quelque chose qui pour moi était impensable. Une personne comme Edith qui était la valeur morale personnifiée, que cette personne ait pu un jour avoir une aventure quelconque avec quelqu'un d'autre. J'ai écrit à maman pour lui dire écoute maman, voilà ce que je viens de comprendre par le biais du travail thérapeutique. Pour moi, Michel n'est pas mon père et je pense que c'est Hans. Et là, par retour de courrier, c'est vrai que maman m'a dit mais comment peux-tu seulement imaginer que j'ai pu coucher avec un ennemi de la France et qui plus est avait 17 ans à ce moment-là. Edith nie violemment avoir eu une histoire d'amour avec Hans. Elle se braque et ne parle plus à sa fille pendant plusieurs mois. Mais Véronique le sent, elle le sait. Sa mère lui cache quelque chose. Elle doit retrouver Hans pour comprendre. Tout comme Jean-Paul, son enquête va porter ses fruits. Véronique obtient l'adresse de Hans en Allemagne et lui écrit une lettre. Déjà, j'ai été très émue de savoir qu'il a répondu très vite. Et je me suis dit, il a envie de me revoir. Il m'a répondu par retour de courrier en disant qu'effectivement, c'était bien lui qui était dans les Hautes-Alpes, m'expliquant comment il avait vécu un petit peu là-bas et surtout comment il vivait maintenant, qu'il était marié, qu'il avait 5 enfants. Et me proposant, en disant que la maison était grande et qu'à l'occasion, c'est vrai qu'il aurait plaisir à ce qu'on se revoie. Il ne parle pas de paternité, il parlait de la relation avec les parents, il parlait de comment ça s'est passé. Mais quand il m'a donné les dates, à ce moment-là, moi, j'étais sûre. Hans est arrivé chez les parents, dans la ferme des parents, donc le début octobre 46, et il est reparti fin avril 48. Donc je dis bien sûr, effectivement, il fallait que je sois née avant telle date pour cacher la paternité. Si j'étais née un petit peu après, c'est vrai qu'on pouvait faire le lien avec l'arrivée de Hans. C'est lui qui s'occupait des moutons, donc de la bergerie. Et comme j'étais tellement petite et tellement frigorifiée, la sage-femme, quand elle est revenue une deuxième fois, m'a trouvée toute bleue et toute froide. Elle m'a enveloppée dans du coton, mis dans une boîte et installée dans la bergerie. Donc j'étais directement en contact de la chaleur des moutons, des agneaux, des brebis, mais en même temps directement en contact avec Hans qui s'en occupait, quoi. Et là, c'est lui qui m'a donné donc à boire en trempant un mouchoir dans du lait de chèvre qu'il avait fait réchauffer. C'est lui qui m'a donné la vie, mais c'est lui qui m'a ramené à la vie. S'il avait été démobilisé plus tôt, je n'aurais jamais survécu, ça c'est certain.
Dans leur correspondance, Hans ne confirme pas sa paternité. Qu'importe, Véronique en est convaincue. Alors, elle va patienter. C'est en 1997, à la mort de Michel, l'homme qu'elle a toujours considéré comme son père, que Véronique se lance. Accompagnée de son mari Jean-Paul, elle se rend en Allemagne pour découvrir celui qu'elle pense être son père biologique. J'ai sonné chez cet homme, et quand je l'ai aperçu, il était en haut de l'escalier. Je dis, ah bah c'est vrai, j'avais oublié de le faire vieillir. Je pensais retrouver quelqu'un de beaucoup plus jeune et je me suis trouvée en face d'un grand-père à cheveux blancs et puis tout voûté. Il est descendu, puis on s'est pris dans les bras et ça a été vraiment très fort. J'ai senti mon corps revivre dans ses bras, ça a été fabuleux. J'imaginais pas qu'on puisse ressentir quelque chose d'aussi intense avec quelqu'un qui ne soit pas son mari, je vais dire, ou ses enfants. Mais c'était mon père. Quand j'en ai parlé à maman, donc de nos rencontres avec Hans, elle voulait savoir qui était Hans, qu'est-ce qu'il venait, de quel milieu et tout ça. En fait, ils n'ont jamais échangé de qui ils étaient, de ce qu'ils avaient fait et tout. Ça me paraissait aberrant. Chaque fois qu'il y avait une lettre de Hans, il y avait un petit mot pour maman, et puis maman me disait dire bonjour Hans, jusqu'à lui écrire, quoi. Enfin, ça a été quand même surprenant. J'aimerais bien savoir ce qu'elle lui a écrit. Mais ça, je n'ai pas su. Ouais. Même si les non-dits persistent entre Hans et Véronique, l'émotion entre eux est palpable. Véronique ne peut pas officiellement se présenter comme la fille de Hans, mais elle est accueillie avec chaleur au sein de sa grande famille allemande. J'ai eu l'occasion de rencontrer tous mes frères et sœurs allemands, sauf la plus jeune qui était absente, qui habite beaucoup plus loin et qui n'a jamais été là quand j'étais. Et c'est vrai que j'ai eu des échanges vraiment, je dirais, chaleureux avec chacun d'eux, parce qu'il y a un frère et il y a 4 sœurs en tout. Et c'est vrai que bien, je me mordais la langue pour leur dire, écoutez, je suis un peu votre sœur quand même. Mais bon, je respectais quand même le désir de Hans de ne pas en parler. C'est quelque chose qui est très lourd, je dirais, qui pèse des tonnes, qui détruit, qui moi, m'a détruit intérieurement. Si à l'extérieur, je donnais l'impression d'une fille qui était épanouie et ouverte, j'étais brisée de l'intérieur, j'avais énormément de chagrin, j'ai mis du temps à le réaliser. Et une solitude énorme. Véronique doit donc garder le secret auprès de ses frères et sœurs. Mais elle n'est pas la seule. Jean-Paul va lui aussi s'engager à conserver un secret. Sa mère, Simone, lui a fait promettre de ne jamais révéler son existence à ses 2 sœurs, Marie-Madeleine et Joëlle. Simone, ma mère biologique, m'avait fait promettre à Georgette et à moi-même de ne jamais rien dire à ses filles. Et on était tenus tous les deux par ce secret. Georgette était une amie d'enfance, son amie d'enfance, qui connaissait mon histoire depuis toujours. Je suis allé chaque fête de la Toussaint, un peu plus tôt que tout le monde, déposer un vase de fleurs sur sa tombe. Donc c'est vrai que la première fois, et puis même l'année suivante, les 2 sœurs avaient demandé à Georgette, qui les accompagnait très souvent, il dit, mais comment ça se fait? Tiens, Georgette, c'est toi qui as fait mettre des fleurs sur la tombe de maman? Je dis, ah non, pas du tout. Et Georgette ne disait rien d'autre. Joëlle est devenue extrêmement insistante, à tel point que la dernière année, donc en 2006, Georgette a fini par craquer. Parce que Georgette, depuis quelque temps, me disait toujours, bon, écoute, Jean-Paul, c'est pas possible. Moi, je me fais vieille, je commence à être un petit peu malade. Moi, je veux pas mourir avec ce secret-là. Je veux m'en débarrasser. Et puis Georgette a dit simplement, Joëlle, c'est le fils de Simone, c'est votre frère à vous 2, qui vient mettre des fleurs tous les ans. Surprise. Là maintenant, elles savent. Elles savent, et à chaque fois, Marie-Madeleine surtout, elle dit, mais pourquoi? Mais pourquoi elle nous a jamais rien dit? Ça aurait été tellement simple de s'exprimer, de nous dire ce qu'il en était. On aurait compris quand même ses filles. On était ses filles tout de même.
rendre hommage à cette maman qui venait de me quitter cette année-là, en 2001, au mois de novembre. Un soir, tout seul dans ma chambre, j'avais écrit ce petit hommage. Ce soir, simplement vous dire que vous êtes devenue mère dans l'amour de Walter, que vous êtes restée mère malgré l'opprobre de vos proches, que vous avez refusé qu'on me retire la vie, que vous avez payé cet amour d'un prix trop fort, que vous étiez et resterez ma mère éternellement. Je vous le redis en ce jour anniversaire du décès de celui que vous n'avez non plus cessé d'aimer, Walter. Walter, c'était mon papa. Ce qui est sidérant dans votre histoire, à tous les deux, c'est que vous et Jean-Paul avez connu des débuts identiques, des débuts de vie identiques. Ça a dû être incroyable pour vous de découvrir ça après 30 ans de vie commune. Moi, je pense que de toute façon, intérieurement, on savait l'un et l'autre qu'on avait cette identité commune. Enfin, je pense que dans notre façon de penser, d'aborder les choses et tout, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai rencontré Jean-Paul, c'était le fait qu'il était adopté, donc il y avait une blessure de paternité. Et je pense qu'elle faisait écho à ma propre histoire, mais d'une façon inconsciente. Oui. Et c'est vrai que quand Jean-Paul a su, quand il a retrouvé sa maman, et que le soir il m'a dit, ben voilà, j'ai retrouvé maman, j'ai appris que j'étais fils d'Allemand, je lui ai dit, mais hey, moi je suis peut-être la fille de Hans, j'étais la seule blonde quand j'étais petite. Donc déjà, je pense que ça... La question a amené une autre question. Finalement, le secret de Jean-Paul vous a amené vers votre propre secret. Ben, disons que ça a certainement réveillé des choses, ça c'est sûr. Oui. Finalement, votre rencontre à tous les deux n'était pas un hasard. Je pense pas, non. Certainement pas. En 1993, vous retrouvez Anna, la femme de Walter, et en 1995, 2 ans plus tard, elle vous propose de vous adopter. Était-ce nécessaire pour vous? Oui, bien sûr, parce que c'est l'aboutissement de cette recherche, de cette découverte aussi de la famille. À partir du moment où je retrouve une famille, je retrouve un père, même si je n'ai retrouvé que sa tombe, il me paraissait normal, même primordial, que je puisse retrouver le nom de celui qui m'avait engendré. Quand votre mère a su, Véronique, que vous étiez en contact avec Hans, votre père biologique, a-t-elle fini par vous avouer que Hans était ce père? Si au début ça a été difficile entre nous, surtout tout le temps où Michel, son mari, était en vie. Donc, elle a nié. Elle a complètement nié. Elle a même coupé les ponts, parce qu'elle avait très peur que Michel la prenne. Mais après, petit à petit, on a recréé des liens. Non seulement elle était contente d'avoir du courrier de Hans, d'avoir des photos. Le jour où je lui ai demandé pardon, parce que j'ai su qu'en arrivant, j'avais quand même perturbé sa vie et que je l'avais même empoisonnée d'une autre façon. Là, elle était tellement stomaquée que je lui demande pardon, que j'ai senti que là, elle avait toute sa carapace tombée. Elle s'est mise à pleurer. Elle a reconnu que la vie à la Haute-Baume, c'était vraiment quelque chose de très dur et qu'elle avait effectivement, avec l'amour que lui portait Hans, c'était vraiment son soleil et c'est ce qui lui a permis de tenir le temps où ils sont restés là-bas. Alors, votre père donc, ne vous a jamais reconnu, encore aujourd'hui. Est-ce que ça reste un manque pour vous? Il me reconnaîtrait, ça serait effectivement la dernière pierre qui se poserait sur l'édifice, ça poserait les choses définitivement. Je ne suis pas dans cette attente-là, mais c'est vrai que si ça se produisait, j'en serais très contente. Est-ce que le fait d'avoir eu ces révélations, l'un comme l'autre, sur chacun de vos secrets, cela vous a apaisé? Moi, complètement. Ah oui, ça, complètement, oui. Et pour vous, Jean-Paul, vous vous sentez apaisé maintenant? Oui, apaisé, mais avec un grand manque. Celui de ne pas avoir connu Walter? Walter, c'est d'autant un manque et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une espèce un sentiment un petit peu acerbe contre tous les gens qui ont su. J'aurais pu connaître ce père-là. Vous en voulez finalement à tous ceux qui vous ont entouré et qui auraient pu vous aider à tous ceux qui ont maintenu ce secret, oui. Je pense que là où on pourrait dire qu'il y a une différence, c'est que par rapport à Jean-Paul, on a été blessés tous les deux. Et le travail que j'ai fait et la situation a permis que moi, ma blessure, elle soit maintenant propre. Alors que Jean-Paul, du fait qu'il y a cette amertume, il y a encore un petit peu de quelque chose qui lui fait mal, quoi. Savoir ne fait pas tout. Merci d'avoir été avec nous et nous avoir répondu ce soir. C'était avec plaisir. Merci.